Il est 20h07 sur CNews. Merci d'être avec nous pour la deuxième mi-temps. Même si la Coupe du Monde est finie, on file la métaphore. La deuxième mi-temps avec un jeune joueur, peu fringant. Talentueux, passionné et grand connaisseur du football. Droitier du pied, mais gauche dans la vie. Demandez-lui qui a gagné hier soir. Je pense que c'est pas. Qui ne ménage pas ses efforts. Qui a gagné hier soir, tiens. La finale de la Coupe du Monde. C'est l'Espagne. Oh, bravo. Bravo, cher William Golnadel, bonsoir. Une très grande joie, mais enfin, c'est comme ça. Merci oui, bonsoir, j'ai cru que vous m'avez encore apostrophé en mon absence. C'est beaucoup plus facile. Hein. Quand je suis pas là, mais quand je suis là, il n'y a plus personne. Un jour, vous allez peut-être présenter vos excuses. Un jour, je présenterai quand même l'émission, ça va être autre chose. la seule personne... Oula, alors là, prenez ma place. Il co-présente déjà. Il ne faut pas me le dire deux fois. Non, mais c'est quand même exceptionnel. Vous êtes le seul homme sur Terre qui on propose 2 heures de dire non, je ne fais qu'1 heure. Mais bon, c'est pas grave. Mettons que je sois Louis Dragnel est toujours avec nous, Gabriel Cluzel et Mathias Leboeuf. Je Très voulais bonne commencer. D'ailleurs. C'est gentil, merci. Heureusement que vous donnez les bons et les mauvais points. Attendez, sujet absolument passionnant. Et je remercie le JD News parce qu'il y a eu une alerte du JD News dès le mois d'avril. C'est la République des copains, la République des coquins. Ouais. Vous avez au poste clé de l'appareil d'État des individus, des personnalités qui sont soit proches du pouvoir, soit proches de la Macronie, nommés par Emmanuel Macron, soit qui ont une idéologie évidemment proche du président de la République. Et la dernière en date, c'est la prochaine présidente de la section des contentieux du Conseil d'État, qui est juste la directrice de cabinet, l'ex-directrice de cabinet de Madame Taubira. Madame Taubira qui a signé la pétition pour Rima Hassan. Bonjour l'ambiance. Voyez le sujet d'Augustin Donadieu. Le 2 mai 2027, Emmanuel Macron quittera le palais d'Élysée, non sans laisser derrière lui des proches issus de la gauche à des postes clés de l'État. Dernière nomination en date, Christine Mauguier, nommée pour 5 ans à la présidence de la section du contentieux du Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative française. Haute fonctionnaire de carrière, elle a été directrice de cabinet de Christiane Taubira, alors garde des Sceaux sous François Hollande. Son rôle dorénavant, examiner les projets de loi avant leur présentation au Conseil des ministres ou encore rendre des avis juridiques sur les projets du gouvernement. Une femme de gauche, tout comme 3 autres proches d'Emmanuel Macron, à commencer par Richard Ferrand, soutien de la première heure d'Emmanuel Macron en 2016. L'ancien patron du parti présidentiel est devenu ministre puis président du Conseil constitutionnel. Il veille dorénavant au respect de la Constitution et contrôle les lois votées dans le pays. Stéphane Séjourné, considéré comme l'un des plus proches collaborateurs politiques du président, est aujourd'hui commissaire européen, nommé par le chef de l'État après avoir occupé les postes de conseiller d'Emmanuel Macron dès 2014, puis ministre 10 ans plus tard. Même parcours pour Clément Beaune. L'ancien député du parti présidentiel est passé par le ministère chargé de l'Europe ou encore celui des Transports, avant d'être battu aux législatives de 2024, mais nommé haut commissaire à la stratégie et au plan l'année suivante par le président de la République. La nomination d'Amélie de Montchalin est peut-être la plus sensible. Députée du parti présidentiel, elle devient ministre chargée des comptes publics avant d'être désignée première présidente de la Cour des comptes. Elle se retrouve aujourd'hui à contrôler les finances publiques du pays, alors qu'elle a elle-même préparé et exécuté le budget de l'État quelques mois auparavant. Et on a présenté en infographie les postes les plus importants. Christine Monguet, ancienne directrice de cabinet donc au Conseil d'État. Richard Ferrand, ancien ministre proche des plus proches d'Emmanuel Macron. Stéphane Séjourné, Clément Beaune, haut-commissaire. Vous allez me dire, bon, le haut-commissariat, ça ne sert pas à grand-chose. Amélie de Montchalin, Cour des comptes. Jacqueline Gouraud, Conseil constitutionnel. Pape Ndiaye, ambassadeur auprès du Conseil de l'Europe. Et Emmanuel Moulin, nommé directeur de la Banque de France. Et vous, en avril dernier, vous avez dit... Il se passe quelque chose. Alors, si vous regardez dans le détail, il y a 2 types de nominations. Il y a les nominations qui peuvent être cassées en Conseil des ministres. Et donc, si un nouveau président ou nouvelle présidente, elle peut faire il ou elle peut faire ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Et donc, nommer quelqu'un d'autre à la place. Et il y a les nominations pour lesquelles on ne peut rien faire. Et donc, il y a Amélie de Montchalin, Richard Ferrand au Conseil, tous les membres du Conseil constitutionnel. Le président, la présidente ne peut rien faire. Mais c'est-à-dire rien faire. Si demain... Jean-Luc Mélenchon est président de la République. Il ne peut pas révoquer. Il ne peut pas renvoyer tout le monde. À Fouera. Non. Mais pourquoi ? Parce que ils sont inamovibles. Parce qu'ils sont inamovibles, exactement. Et parce que je vous prends le cas du Conseil constitutionnel, c'est une nomination avec il y a 3 personnes qui décident. Il y a le président du Sénat, président de l'Assemblée nationale
sur proposition du président de la République. Donc, en tout cas, le chef de l'État tout seul ne peut pas. Et s'agissant de Madame Maugué, elle vient elle-même du Conseil d'État, donc elle est issue quand même de ce corps-là. Ce qui est choquant, elle n'était absolument pas pressentie. Hein. Non. Il faut le préciser. Même à l'intérieur du Conseil d'État, tout le monde se dit mais qu'est-ce qu'elle fait là ? Pardonnez-moi de le dire ainsi. Elle était vice-présidente d'une section avant. Mais peu importe. Ce qui est le symbole, là où le symbole est terrible, c'est que ça donne vraiment l'impression, à quelques mois de la fin du mandat d'Emmanuel Macron, que non seulement Emmanuel Macron essaye de replacer des proches idéologiquement parlant, mais aussi essaye de construire un contre-système. Un système qui pourrait casser, qui pourrait freiner, qui pourrait restreindre, et un poste d'observation de Marine Le Pen pour mettre les pieds dans le plat si c'était elle qui devait lui succéder. Et en ce sens, c'est ça qui heurte aujourd'hui le plus les Français, qui a l'impression toujours qu'il y a un système qui s'auto-entretient et qui se fait la quelle démocratie nous sommes en train d'avancer. Et c'est pour ça qu'il faut un spoil system. C'est-à-dire qu'il faut un spoil system, Elliot. On a l'appareil d'État qui est en train d'être muselé. Ce qui est nouveau, c'est juste qu'on ferme des chaînes et qu'on est en train d'envisager avec les ingérences intérieures de museler la parole publique. C'est un autre sujet. Oui, c'est-à-dire qu'on marche sur deux branches. Oui. Le fait que les pouvoirs en fin de règne recasent leurs petits camarades à droite, à gauche, c'est vieux comme... Je ne parle pas de ça, là. Je parle le Conseil constitutionnel, Cour des comptes, Cour de cassation. C'est le contre-pouvoir. Non, mais c'est des simulacres de contre-pouvoir. Mais à l'arrivée possible de Marine Le Pen. Oui, bien sûr, mais déjà... Parce que après, en l'espèce, avec Madame Maugué, c'est un peu un procès d'intention que vous lui faites, parce que... Oui. Pour l'instant... c'est vrai, non, c'est juste. Pour l'instant, elle n'a pas le dossier C8 sur la table. Elle est proche de Christiane Taubira. Elle est proche. Mais c'est pas le problème, c'est pas une question de proximité. Elle a été la directrice de cabinet de Christiane Taubira. Que je sache, Christiane Taubira n'est pas une macroniste échevelée. Non, mais c'est pas le problème. Mais elle est très à gauche quand même. On n'y est pas. Non, mais le problème, c'est très à gauche, c'est pas une maladie contagieuse. Très à gauche, il y a des gens. Il y a des gens de gauche et ne vous en déplaise, tout le monde n'est pas très à droite. Ah oui, il se trouve. Alors c'est bien. Merci pour l'enchaînement. Toutes ces personnes qui viennent d'être nommées, notamment la responsable du Conseil d'État, au contentieux, n'incarnent pas du tout la majorité du peuple français. La majorité il n'y a pas de majorité du peuple français. D'accord. Non, il y a une majorité du peuple français qui veut que ça change, qui est plutôt tournée vers la droite, qui est par exemple en matière judiciaire contre le laxisme judiciaire de la période Taubira. La période Taubira, où on nous expliquait, c'est un peu la philosophie badinterienne, il est jamais question de mettre en question la philosophie badinterienne panthéonisée. Elle expliquait que la prison, c'était l'école du crime. C'est à la période Taubira où, en dehors de ces grandes théories très généreuses, on a fait toutes les magouilles. Non, j'ai pas fini. On a fait toutes les magouilles possibles. Il est arrivé à 19h. Toutes les magouilles possibles, y compris d'ailleurs les écoutes Sarkozy-Herzog. Hein. C'est du temps de Madame Taubira qui, comme vous l'avez rappelé finement, a signé en plus un soutien à Rima Hassan qui soutient le terrorisme anti-juif et anti-chrétien. C'est parfait. Et donc, on s'aperçoit de la réalité d'un contre-pouvoir. Quoi qu'il arrive, avec la volonté populaire du peuple français, on sait qu'il y a des contre-pouvoirs, des contre-pouvoirs judiciaires, non seulement à haut niveau, mais très largement répandus dans le cadre judiciaire, des contre-pouvoirs médiatiques puissants, y compris dans le cadre de l'audiovisuel de service public, un contre-pouvoir européen qui verrouille largement les choses. Alors vous pouvez parfaitement considérer que tout ça c'est très bien, mais c'est le contraire même de la démocratie. En vérité, nous ne vivons pas dans une démocratie réelle. Nous vivons dans une démocratie factice. Je ne crois pas. La démocratie, ce n'est pas les sondages, et vous êtes probablement le seul, à ma connaissance, à savoir où est la majorité des Français. Non, la majorité du peuple français, par exemple, elle en a assez d'une immigration invasive.
Elle en a assez. Gilles, la majorité du peuple, le peuple français s'est exprimé. Il y a 30% de gens qui sont à droite et à l'extrême droite. Vous avez 30% d'un bloc central et 30%, grosso modo, 33%. Sur l'immigration, y compris à gauche. Sur l'immigration, y compris à gauche, ils en ont assez de ce qui arrive. Non, mais c'est des simulacres de contre-pouvoir. Parce qu'en réalité. Il y a un état profond. Moi, je vais vous donner un exemple. Que si vous avez à vous plaindre de l'ARCOM, vous allez faire un recours au Conseil d'État. Mais le Conseil d'État a dit à l'ARCOM qu'il fallait être très dur avec un certain nombre de chaînes qui seraient peut-être susceptibles de faire des recours. Donc, si vous voulez, c'est le chat qui se mord la queue. Moi, je constate qu'il y a des... On peut parler de l'euthanasie. L'euthanasie, il va y avoir un recours au Conseil constitutionnel. On regarde les membres, il y en a déjà près de la moitié qui ont déclaré qu'ils étaient pour l'euthanasie. Non, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de neutralité. Non, et qu'ils l'ont dit officiellement. Donc, c'est pas vraiment la neutralité. Il y a des postes qui devaient être... Enfin, des fonctions qui devaient être renouvelées. Mais non, mais toute la France n'est pas d'extrême gauche ni de gauche. Voilà. Ça, on est d'accord. Voilà, c'est simplement. Alors, tous ces pouvoirs-là sont de gauche et d'extrême gauche. Parce qu'on n'a pas parlé du CESE, on n'a pas parlé d'un certain nombre d'autres organismes. Par ailleurs, Gabriel, pour moi, le CESE n'a pas la même puissance que le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État. Ah, mais moi, je suis en point d'accord avec vous. Par ailleurs, il y a le Conseil constitutionnel, ça devait être renouvelé. Il se trouve que c'était prévu comme ça. Par exemple, la Banque de France. Il y avait d'autres noms qui auraient pu être choisis. Mais ce que vous n'êtes pas obligé de prendre quelqu'un qui... Non, mais d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que la Banque Nicolas de France... Sarkozy nommait des gens de l'opposition, par exemple. Voilà, oui, parce que la droite, elle s'est toujours auto-flinguée. Donc ça, c'est un autre sujet. Mais la gauche, elle fait une politique de gauche, la droite, elle fait tanti avec la gauche, donc elle fait aussi une politique de gauche. Mais par exemple, le patron de la Banque de France, il est gentil, celui-ci. Il a proposé, avant la date... Vous voyez, de démissionner pour permettre à Emmanuel Macron de verrouiller le système. Il ne faut pas être naïf à un moment. On parlait tout à l'heure de la rue que LFI allait verrouiller. Imaginons par exemple qu'une Marine Le Pen arrive au pouvoir. Bon, on ne sait pas. Elle arrive au pouvoir. Le lendemain, elle est verrouillée par le haut, par les institutions, par le bas, par la rue. C'est le but. Voilà. Dès qu'on n'est pas d'accord avec vous, c'est antidémocratique. C'est ça qui est formidable. Moi, je voulais juste dire une chose sur LFI, parce que depuis tout à l'heure, on a l'impression que c'est LFI qui dirige la France. LFI, c'est le grand Satan, c'est le grand danger. LFI, c'est 8%. 8,89% aux européennes. Juste une chose, c'est factuel. Au législatif, c'est 10%. Mais donc, ils sont encore du second tour. LFI, c'est vraiment comment dire, d'accord. l'épouvantail absolu. Le PS, c'est 1,75. Mais LFI, c'est l'épouvantail absolu au sein même de la gauche, puisqu'ils sont tous en train de se rallier, ils sont tétanisés. Alors, je suis obligé de vous reprendre parce que j'ai peur que l'ARCOM me sanctionne. La France insoumise est aux portes du second tour et Jean-Luc Mélenchon a un poids bien plus important que seulement sur ces élections législatives et européennes. Car si nous regardons les élections présidentielles, Madame Hidalgo était à 1,75%. Je fais très attention pour l'ARCOM parce que je sais que s'il y a mise en demeure et qu'ensuite on conteste ça devant le Conseil d'État, c'est Madame la nouvelle du contentieux qui le prend. Donc là, c'est terminé. Là. Donc maintenant, je vais faire attention encore plus. Vous êtes assis sur une chaise électrique. Encore plus. Non, mais c'est bien parce que... Non, mais la France insoumise est certes, et Dieu merci, très minoritaire encore en France. Ah, merci. Mais c'est bien ça le problème. On est sur le plan électoral. Mais c'est bien sur le plan électoral. Sur le plan médiatique, elle est loin d'être minoritaire. Parce que vous tombez dans le panneau à chaque fois. Oui, ça me ressemble. Mais pendant 30 ans, on ne tombait pas dans le panneau et on s'est fait avoir. La stratégie de LFI, c'est de faire de l'agite propre, l'agitation propagande. Non. LFI n'a besoin de personne pour que sur France Inter, on parle très souvent le même langage qu'elle. Ah, ça y est, France Inter. LFI n'a besoin de personne pour que lorsqu'on l'attaque, par exemple, pour apologie du terrorisme, il n'y a pas un juge qui veut s'en occuper. Gilles, je ne défends pas LFI. Non, je suis en train de vous dire que même si elle est minoritaire, elle est puissante médiatiquement, elle jouit d'une impunité judiciaire et morale invraisemblable. La preuve, elle peut se permettre tous les excès sans qu'elle soit du tout rabrouée médiatiquement fortement, c'est bien le problème. L'absence de démocratie aussi, c'est de voir un parti qui devrait, à mon avis, dans une démocratie normale, n'avoir pas le droit d'exister,
non seulement exister et se permettent même... LFI n'est pas un parti républicain? Mais vous voulez... Non, mais c'est la question la plus naïve qu'il m'ait donné d'entendre. Un parti qui pratique l'antisémitisme, un parti qui promeut l'insurrection. Il promeut l'insurrection. Un parti racisant... Pardon, il est sorti complètement de l'arc républicain. Je prône pour pour ce parti un cordon sanitaire étrangleur. Voilà ce que je souhaite. Oui, vous appliquez à LFI tout le discours qui était appliqué au Rassemblement national. Il y a une espèce de renversement politique, j'entends bien. Mais encore une fois, pardonnez-moi, LFI au grand max, c'est 12%. Il veut pas entendre ce que je dis. Mais non, mais si, j'entends bien sûr qu'il est surreprésenté. Donnez-moi 1000 hommes et je fais une révolution. Il est représenté surreprésenté dans les médias. Mais pas avec les médias, Vous passez votre temps dans le monde intellectuel, dans le monde artistique. Bien sûr que oui. Bon. On fasse attention. La publicité nationale, c'est 8%, c'est ça? Non, la publicité. La publicité. Ils sont autour de 12, non? On revient dans un instant. Il y a 71 députés. Non, mais... Donc vous considérez par exemple que Jean-Luc Mélenchon a moins de chances que François Hollande ou M. Cazeneuve ou M. Glucksmann d'être au second tour de la présidentielle? Je ne suis pas du tout convaincu que Jean-Luc Mélenchon sera au second tour. Parce que je vous ai dit, est-ce que Jean-Luc Mélenchon, selon vous, a moins de chances aujourd'hui que plus de chances que Bernard Cazeneuve, François Hollande ou M. Glucksmann? Écoutez, en l'espèce, que M. Cazeneuve ou M. Glucksmann, aujourd'hui, non. Bien sûr. Je pense que, par exemple, intéressant. Pourquoi pas? je vais vous dire très concrètement, ça va peut-être vous faire ricaner, mais si François Hollande rentrait en campagne pour les élections présidentielles, je pense qu'il pourrait damer le pion Et visiblement, il attend le dernier moment. Il attend février ou décembre pour prendre une décision. Allez, 20h23, on revient dans une seconde. Vous n'avez pas assez bossé, Gilles William Goldnadel, puisque vous n'avez pas écouté votre radio aussi attentivement que vous ne le dites. Puisque vous avez écouté l'interview de Laurent Nunez à 8h20? Non. Bon, donc c'est ce que je dis. Ça confirme ce que je disais. Puisque vous savez que Laurent Nunez était sur France Inter. Laurent Nunez a été un des premiers responsables politiques, hauts responsables, à avoir condamné ce qui s'était passé pour Madame Barbara Butch. Vous pensez qu'il y a eu une question du journaliste de France Inter pour Laurent Nunez sur Barbara Butch? Mon Dieu, je suis bien content de ne pas avoir écouté. Réécoutez en replay. J'ai failli mettre sur Twitter, bonjour France Inter, je cherche encore la question de votre journaliste. Ils reviennent de loin parce qu'il n'aurait pas échappé un tweet de ma part. Eh ben, c'est pour ça que je dis, moi j'attendais votre tweet. J'attendais votre tweet. Bien sûr. En revanche, ils ont posé une question sur le nouveau haut-commissaire des droits qui était l'ancien bras droit de Laurent Nunez. Ça aussi, c'est extraordinaire. Le défenseur des droits. Mais c'est extraordinaire. Parce que c'est un sujet qui est éminemment exact. Dès l'instant, il n'est pas dans le moule. Le pauvre, il y a 10 ans, il était contre le mariage homosexuel. Un mec de gauche, il est forcément neutre. Et un type de droite, il est forcément engagé, extrémiste. Toutes ces prises de position... bien sûr. Et c'est plus important que Barbara Butch. Attendez, vous voulez qu'on parle du prédécesseur de François-Noël Buffet? Vous voulez parler de Claire Hédon? Non, qui était défenseur des droits. C'est merveilleux. Aucun problème. Mais ça, il n'y a pas de problème. Au contraire, elle correspond. Mais c'était des bonnes positions. Elle correspondait au poste. C'est des positions de gauche. S'il vous plaît. Et la madame, la visiteuse des prisons. Oui, mais allez, posez-vous la question pendant la publicité. La publicité, on revient dans un instant. Parce qu'il faut. L'argent, toujours l'argent. Vous êtes trop cher. Voilà. Vos poches sont pleines et votre cerveau vide. La pub. Je suis là pour en prendre. Je suis venu pour en prendre. Il est 20h30 et nous poursuivons l'heure des pros avec Gilles Ragnel, avec Mathias Leboeuf, Gabriel Cluzel et Gilles William Goldnadel. Pourquoi vous terminez par moi? L'ordre alphabétique aurait commandé que vous procédiez différemment, mais c'est pas grave, je suis habitué à ce genre d'humiliation. C'est la sagesse, on termine toujours par le doyen. J'allais dire. C'est sûr. Je voulais, on en a parlé dans la première heure, mais on a gardé 2-3 séquences que nous n'avons pas montrées aux téléspectateurs. Je voulais vous montrer, puisqu'on a parlé de Barbara Butch, qui a été, donc cette fillette qui a été menacée, insultée. Son concert a dû être interrompu ce week-end à Grenoble, le fruit de militants dits pro-palestiniens, sous le regard bienveillant et actif de hauts responsables de la France insoumise sur place. Je voudrais vous montrer un des tracts qui a été publié. Alors, on n'a pas la date du tract, mais c'est le type d'attaque
dont était la cible Barbara Butch. Antoine Oberdorf, qui est le journaliste, a récupéré ce tract. Barbara Butch, on voit le drapeau LGBT avec du sang dessus, avec l'étoile de David. Bien sûr, censure les voix palestiniennes. Et donc, c'est le tract de la honte. Je vous propose d'écouter Emmanuel Bompard ce matin, qui, lui, parlait d'une mobilisation pacifique. Bien sûr. La municipalité de Grenoble a décidé de maintenir ce concert et il y a eu une protestation pacifique, à ma connaissance. Pas tout à fait pacifique, Emmanuel Bompard, pas tout à fait. Et en tout cas, s'il y a eu des choses qui sortaient du cadre pacifique, je les désapprouve absolument. Mais par contre, le fait qu'on puisse avoir une protestation pacifique contre des prises de position politiques d'une artiste, parce que c'est de ça dont il s'agit. De Barbara Bush, la DJ qui a signé une tribune pacifique. Alors, je vais vous proposer un témoignage d'un participant pour vous dire à quel point, nous, on l'a mis, on n'a pas dû mettre son image, mais sur les réseaux sociaux, c'est un média qui s'appelle Léon Média qui l'a diffusé, qui a interpellé des gens qui étaient sur place. Et quand il l'a diffusé sur les réseaux sociaux, Léon Média, ce nouveau média, c'est flouté avec la voix qui a dû être changée et le nom qui a dû être changé. Pour vous dire le climat dans lequel les personnes qui ont été témoins de ce qui s'est passé... C'est tellement pacifique que les gens ont peur de témoigner. Exactement. Vive la paix. Il y a un climat vraiment pacifique très important. Hier soir, j'étais venu voir Barbara Butch en concert. Et moi, en venant, je pensais qu'il y aurait quelques tractages et peut-être quelques sifflements. Et en fait, on ne s'attendait pas à ce niveau de violence. Barbara rentre, le concert commence, des drapeaux palestiniens, il y en avait de partout. Et le mégaphone juste derrière moi, on ne pouvait rien entendre en fait. On a senti vraiment un niveau de haine, de violence. J'ai vu des bouteilles atterrir sur scène pour la viser. Des jets de liquide, je pense de l'eau ou je sais pas. Et en fait, j'ai fait une connerie, j'avoue, sur le moment. Je voulais juste assister à un concert, en fait, et il y avait un drapeau palestinien. Et j'ai pris le drapeau pour le mettre par terre, et en plus, j'ai touché personne, je suis pas dans l'agressivité. Et en fait, à partir du moment où j'ai pris ce drapeau juste pour le mettre à terre, les gens sont venus pour essayer de me frapper. Il y a quelqu'un qui m'a pris par le poignet et qui a commencé à me tirer. Et des gens commençaient à essayer de me donner des coups de pied. Le gars de la sécurité m'a sauvé, il a réagi juste à temps pour nous séparer. Je pensais juste à ma survie. Je pensais pas qu'on viendrait essayer de nous agresser physiquement. Moi, j'ai vu vraiment une foule enragée. Des gens qui réfléchissent plus, une agressivité extrême. On a tous flippé. Une personne qui était avec nous avait entendu mort aux Juifs. J'ai pas vu vraiment tellement un happening militant avec des manières de faire où un message est passé. Là, le message, c'était vraiment la chasse aux sionistes. Moi, je dirais même la chasse aux Juifs. Et voilà, dégagez de là. La chasse aux sionistes, je dirais même la chasse aux Juifs, William Goldnadel. Non, mais je pense que cette histoire-là, c'est un exemple chimiquement pur de l'intolérance et de la dangerosité de la France insoumise. Au départ, vous savez, Barbara Butch, c'est pas quelqu'un qui m'inspire une sympathie naturelle. Hein. Et au contraire, elle devrait inspirer une sympathie totale à l'extrême gauche. Elle est LGBT, elle souffre de grossophobie, etc., etc. Et pourtant, il a suffi, elle n'a pas chanté l'hymne israélien, hein, il a suffi, on parle d'un geste politique comme dit Bompard, qu'elle signe une pétition en faveur de la loi Yadan qui veut que la détestation d'Israël soit considérée comme de l'antisémitisme pour aussitôt susciter ce climat, cette intolérance, ce climat de haine et cette violence. Contrairement à ce que dit mensongèrement M. Bompard, quand vous empêchez une artiste de produire, c'est un acte de violence. Mais à un autre degré, il y a quelque chose d'encore plus fou. C'est de voir à quel point le palestinisme est obsessionnel. Dans n'importe quel cas, il est obsessionnel. Et en creux, il y a quelque chose d'encore plus encore dramatique, c'est que en vérité, l'obsession de Sion ou l'obsession des Juifs est devenue obsessionnelle dans une partie non négligeable de la France qui jouit, pardon de le dire, d'une impunité morale et judiciaire totale. Alors c'est intéressant votre regard parce que c'est, si vous voulez, vous n'avez pas dévié de ces alertes depuis notamment le 7 octobre 2023. Mais je vais vous proposer une réaction d'un responsable politique
qui a été repris ensuite de volée par une autre responsable politique, puisque Gabriel Attal a condamné ce qui s'est passé contre Barbara Bush ce week-end. On va découvrir ensemble son tweet. Ce n'est pas une manifestation pacifique, c'est une attaque directe, c'est de l'antisémitisme pur, ce sont les limites de notre démocratie qui sont franchies, dit Gabriel Attal, et condamne fermement ce qu'il s'est passé. Et Marine Le Pen lui a répondu, et ça a été le fruit d'une sorte de passe d'armes entre les deux candidats à la présidentielle. Et Gabriel Attal découvre que l'eau mouille, dénoncer l'antisémitisme de l'extrême gauche, sa violence récurrente, sa nature et son projet totalitaire souffre d'une terrible et coupable insincérité quand on a été le Premier ministre qui a ouvertement appelé en juillet 2024 à voter pour les candidats de Jean-Luc Mélenchon aux législatives. Et Gabriel Attal lui a répondu, c'est pour ça que je parle d'une passe d'armes, parce qu'il a rappelé qu'en 2017, mais également en 2022, vous aviez Louis Alliot qui appelait à faire barrage à la Macronie en votant pour la NUPES. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Je pense qu'on verra le tweet. Enfin bon, c'est un raisonnement assez petit parce que je ne pardonnerai jamais effectivement à M. Attal d'avoir expliqué 15 jours avant que la France insoumise c'était le pire des périls et de finalement favoriser au second tour le parti antisémite. Mais de manière nationale, hein. On n'est pas Perpignan. De manière nationale. Il portera toujours cette tâche et à mon avis, c'est l'une des explications qui fait qu'il n'a pas l'air de caracoler en tête. Bon, ce qui serait intéressant, puisque le chef de file de la France Insoumise, l'un des chefs de file, Manuel Bompard, explique que c'était une mobilisation pacifique, que les médias, qui sont toujours très nombreux, très curieux, lorsqu'il s'agit de manifestations d'extrême droite, est très présent pour y aller, pour récupérer des témoignages, qui fassent leur travail et qu'ils aillent au plus près des gens qui étaient présents pour savoir si eux-mêmes ont vécu cette manifestation de manière pacifique ou si, comme le témoin qu'on a pu entendre, dont la voix a été modifiée, le prénom a été changé, expliquait que c'était la chasse aux Juifs. Non mais moi je suis très frappée de la capacité de LFI à défendre l'indéfendable. Mais c'est systématique, hein. Dans ce cas-là, ils pourraient, je ne sais pas, prendre leur distance. Pas du tout, jamais. On assume tout. Dans l'affaire Quentin de Ranc, c'était un nazi, c'est pas grave. Voilà. Donc Raphaël Arnaud est revenu comme c'est toujours notre copain. La jeune garde, on l'adore. Bali Bagayoko qui explique qu'on peut siffler la Marseillaise, il comprend, il explique pourquoi on peut siffler la Marseillaise. Vous avez vu des gens dire de son parti, non quand même là il exagère. L'insurrection, l'appel à dire que et ça fonctionne. Bien sûr que ça marche. Fonctionne alors que de l'autre côté de l'échiquier, c'est on a toujours peur d'être touché par la lèpre à sa droite, donc surtout on se désolidarise. Là ils sont impressionnants de mauvaise foi parce que disons-le, alors ils disent toujours que c'est pacifique et merveilleux. Hein, la jeune garde doit être pacifique aussi. Je pense c'est connu. Mais ça fonctionne parce qu'ils font bloc. Avec, en revanche, peut-être quelque chose qui sera balayé par une chose, c'est la justice. Puisque 2 plaintes ont été déposées, une enquête est en cours et va déterminer les responsabilités des uns et des autres. Est-ce qu'on était sur une manifestation pacifique J'aime votre fraîcheur d'esprit. Oui. Je l'envie, votre fraîcheur d'esprit. Ça, c'est parce que c'est votre grand âge qui envie ma fraîcheur d'esprit. Vous savez très bien. Voilà, c'est ça votre problème. Vous savez pertinemment qu'il ne se passera rien et que tout ça, c'est une stratégie méthodique. Ils jouent le chaud et le froid. À chaque fois, on va faire des actions non violentes. On va faire une manifestation pacifique. Et en réalité, c'est une stratégie de grignotage. Le résultat quand même de ce qu'ils font, c'est qu'ils foutent la trouille. C'est que maintenant, vous avez un artiste juif qui veut se produire quelque part, il se dit « oulala, attention ». Moi, j'ai eu des amis préfets au téléphone qui me disent « moi maintenant, si dans mon département, il y a un artiste juif un peu connu qui vient se produire », c'est pas très agréable à gérer parce que je vais devoir demander des renforts, d'escadrons de gendarmes mobiles, de CRS. Et un préfet, il n'aime pas que ce soit le bazar dans son département. Donc, globalement, cette stratégie pacifique, elle fonctionne très bien, puisque d'ailleurs, elle produit des effets pacifiques. C'est-à-dire que les gens finissent par reculer, finissent par dire « non mais allez-y, on vous laisse la place ». Ça s'appelle la société de vigilance. Je note une chose très importante chez Louis de Ragnel, c'est que vous avez des amis préfets. Et ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Attendez, dans beaucoup de départements ou dans quelques... La protection des sources. Très bien. Mais en tous les cas, on le garde. Hein. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Mathias, en un mot, parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé de Madame Butch. Non, en un mot, je vais avoir le plaisir de dire que je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Gabriel. C'est suffisamment rare pour
C'est jour de fête. Il y a forcément quelque chose d'assez... Elle file un mauvais coton. Non, mais il y a quelque chose d'assez ironique à dire que Barbara Bush a été pacifiquement empêchée de faire son concert, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu... c'est pour ça qu'il y a un décalage entre... C'est défendre l'indéfendable. Moi, je le redis, on assiste là à la mise en place de tribunaux populaires qui instaurent des délits d'opinion. Ça me paraît être extrêmement dangereux. Ça me paraît être profondément anti-républicain. Et j'ajouterai une chose en plus. Je ne vois absolument pas en quoi ça fait avancer la cause des pro-palestiniens et de la Palestine. Mais ça, bon, voilà. Donc si ces gens-là veulent vraiment défendre la Palestine parce qu'ils pensent qu'il y a un problème en Palestine, qu'ils changent leur façon de se comporter, parce que c'est, à mon avis, complètement contre-productif. J'entends pas beaucoup le monde artistique. Non, on a Bob Sinclair. Qui ? Bob Sinclair. Ah ouais, alors, c'est peut-être pas votre génération, mais c'est quand même quelqu'un qui est mondialement connu. D'accord. L'un des plus grands DJ de l'histoire. Si vous le dites. Artiste, vous ne connaissez pas Bob Sinclair ? Mais moi aussi, j'étais disc jockey, je signale. Je pourrais d'ailleurs, je pourrais encore lui donner des leçons avec Sinclair. C'est pour ça que, d'ailleurs, vous avez commencé en disant je suis disc jockey. Ça montre également. À l'époque, on disait disquaire. Ouais, non, mais disquaire. Disquaire. Mais c'est à l'époque du noir et blanc. À Londres. À Londres. À Londres. Ah oui, bon, vous parlez moi avec des involtures. Ça va changer maintenant. Allez, parlons encore de la justice, parce que si vous êtes désabusé, que vous n'y croyez pas trop, c'est peut-être parce qu'il y a parfois. Peut-être trop souvent, un mariage ou un mélange dangereux, des liaisons dangereuses entre des syndicats de magistrats et des responsables politiques. Et ce qui s'est passé là aussi peut surprendre avec le syndicat de la magistrature. Est-ce que le Conseil supérieur de la magistrature va être saisi après les propos du secrétaire national du syndicat de la magistrature lors d'une réunion débat avec la France Insoumise sur la loi sur la présomption de légitime défense qui a été présentée comme loi permis de tuer XXL. Et donc, voyez le sujet, là aussi c'est passionnant pour savoir quelles seront les réactions. Est-ce que Vendôme va réagir ? Au cours d'une conférence de presse organisée par LFI, le secrétaire national du syndicat de la magistrature s'exprime. Il prend alors position contre la loi sur la présomption de légitime défense des forces de l'ordre adoptée le 7 juillet à l'Assemblée. Ce texte, en somme, il pose un problème non seulement du point de vue politique, mais aussi du point de vue juridique, au sens où il est en contrariété avec les normes internationales et les normes constitutionnelles qui fondent notre État de droit. Il appelle ensuite à signer la pétition créée contre ce texte et à se joindre au rassemblement prévu le 19 septembre prochain. Ce n'est pas la première fois que le syndicat de la magistrature, très marqué à gauche, prend position. En 2007 et 2012, il appelle publiquement à voter contre Nicolas Sarkozy. Plus récemment, en 2024, lors des élections législatives anticipées, l'instance se mobilise contre l'accession au pouvoir de l'extrême droite. Aujourd'hui, certains réclament des mesures. C'est le cas de Bruno Retailleau, candidat LR à l'élection présidentielle. Cette collusion avec l'extrême gauche doit cesser. Il faut profondément réformer l'exercice syndical des magistrats. Un exercice garanti par une ordonnance statutaire datant de 1958. Toutefois, l'article 10 de ce texte interdit aux magistrats toute démonstration de nature politique. Alors, moi, la question que je me suis posée, c'est ce secrétaire national, il est magistrat en exercice ou pas ? J'imagine que oui, je ne sais pas. Je n'ai pas l'heure de le connaître. Bon, mais personne ne va réagir ? Non, mais écoutez-moi, il faut comprendre le système. Ça fait déjà maintenant plusieurs semaines que je m'origène la politisation des magistrats à outrance. Ça, c'est un exemple parmi 100 que je pourrais vous donner d'un syndicat de magistrats qui nous donne, le type, il nous donne des leçons de droit, il parle de l'état de droit, alors même qu'il critique une loi qui a été votée par l'Assemblée nationale et qu'il foule au pied le système de séparation des pouvoirs. Et il représente quand même un tiers du corps des magistrats syndiqués. Mais vous avez un conseil, vous comprenez l'impunité, vous avez un conseil supérieur de la magistrature qui est censé sévir et qui non seulement ne sévit pas, mais qui laisse faire. Vous avez par exemple plusieurs magistrats, pas forcément syndiqués, qui sont magistrats et qui, sur leur compte X, ils mettent magistrats, ils prennent contre leur devoir
justement leur devoir le mot m'échappe. De réserve. Bravo, heureusement qu'il est là. Heureusement que vous ne venez pas dès 19h en fait. Non, mais c'est bien que vous ne soyez là qu'à partir de 20h. C'est pour ça qu'il faut que j'ai toujours quelqu'un avec moi maintenant. Non, mais je suis pas votre assistant. Ils ont le droit syndical de s'exprimer quand même, non, ces magistrats? Je parle de magistrats qui ne sont même pas syndiqués et qui, au rebours de leur devoir de réserve, prennent position. Je les ai cités, prennent position, des positions politiques, et le Conseil supérieur de la magistrature ne sévit pas. Or, nous ne pourrons pas les saisir. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de les saisir. Donc, comment ils font ce qu'ils veulent? Ils sont dans une... Allez-y, continuez. Voilà. Ils sont dans une situation de non-droit, mais d'impunité totale. Mathias, ça ne vous étonne pas, ni choque, mais au-delà de l'aspect moral ou émotionnel, il y a une vraie question de fond. Le juge doit être impartial. Est-ce que, lorsqu'on voit les prises de position régulières du syndicat de la magistrature, qui représente 30% des magistrats syndiqués, vous trouvez qu'il y a finalement cette impartialité qui est respectée? Je pourrais vous citer quelques exemples. Le guide du manifestant arrêté, le mur des cons, l'appel à voter contre le Rassemblement national, etc., etc. Qu'il y ait un droit syndical et que dans le cadre de ce droit syndical, des magistrats puissent s'exprimer, notamment sur des lois, déjà c'est tout à fait légal et légitime, et ça ne me paraît pas choquant. En revanche, qu'un magistrat, en plus, il est secrétaire national du syndicat des magistrats. De la magistrature. De la magistrature, pardon, s'exprime dans le cadre d'une conférence de presse organisée par un parti politique, et ici, en l'occurrence, LFI, ça, je trouve ça choquant, effectivement. Donc, il y a deux choses différentes. Après, vous avez rappelé une chose, quand même, qui est importante, mais que vous n'exploitez pas, c'est que le syndicat de la magistrature, c'est 33% des magistrats syndiqués. Des magistrats syndiqués qui, je crois que les magistrats syndiqués représentent 25% de l'ensemble des magistrats. Donc, faire croire que le syndicat de la magistrature et que toute la justice est gangrénée par l'ultra-gauche, c'est pareil. Ça relève de la même obsession. Non mais d'accord, mais le tolérer. Mais moi, je trouve que le tolérer, on n'a qu'à inverser pour se demander si c'est scandaleux ou pas. Le gars, imaginons que ce gars, il soit allé à un truc du RN. Voilà. Ah ben c'est sûr, tout le monde aurait trouvé ça normal. Justement, c'est intéressant. Le syndicat de la magistrature, ils sont peut-être pas si nombreux que ça, je ne sais pas, vous pouvez me faire tout un développement. En soi, c'est un véritable scandale. Vous imaginez un syndicat de médecins qui dirait eux là, je vais moins bien les traiter, j'ai fait une arrente qui s'appelle la un syndicat de police qui aurait des positions très tranchées. Mais il y a des policiers qui disent qu'ils traitent moins bien certains. Pas tous en même temps. Moi, j'entends juste une chose. C'est pas la même chose. Des positions extrêmement fermes sur des candidats à la présidentielle. Ça n'a rien à voir. Non, là où ça n'a rien à voir, c'est que en face d'un juge, c'est peut-être quelqu'un qui va vous juger. Selon la couleur politique que vous avez. Non, attendez, c'est pas la même chose. Et c'est pour ça d'ailleurs que la justice c'est une autorité et pas un pouvoir. Non, mais s'ils veulent, parce que c'est ce qu'ils veulent en fait, avoir un pouvoir dans ce cas-là, très bien. Mettons un ministre de tutelle, il nomme tout le monde et il y a un mécanisme de contrôle. Moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est qu'en fait, on joue beaucoup sur la liberté syndicale. Moi, en soi, j'ai aucun problème avec la liberté syndicale si c'est pour faire remonter des problèmes de fonctionnement de la justice interne, de terrain. S'il y a des questions, des interrogations par rapport à l'application d'une loi, ça ne me gêne absolument pas. Ce qui me gêne, c'est qu'on retrouve ce syndicat de magistrats exclusivement dans un rôle de prendre des positions politiques pour des candidats en faveur d'un parti politique. Et donc, c'est pas l'expression d'une sensibilité. J'ai aucun problème, et je termine par là, avec l'idée d'avoir, par exemple, des magistrats qui sont auditionnés à l'Assemblée nationale par des députés qui veulent se faire un avis sur un sujet. Ça n'a rien à voir. Donc, la liberté syndicale, en fait, je trouve qu'elle a bon dos. Stéphane Ficherès. C'est le cas là. Est un juge placé à la Cour d'appel de Paris, donc ça veut dire, on vient de m'envoyer ça, quelqu'un qui travaille dans le monde du droit, est un juge placé à la Cour d'appel de Paris, donc ça veut dire qu'il peut être amené à remplacer des magistrats absents, donc jugés. Mais si demain,
vous vous retrouvez face à Monsieur Ficherès. Mais qu'est-ce qui va se passer? Alors, on réécoute Monsieur Ficherès en longueur, s'il vous plaît, et après, je vous donne, vous êtes dans les starting blocks. Je peux rien dire, moi, si. Bah non, vous n'avez pas suffisamment parlé. On fait des pieds et des mains, et quand on se vient, Ficherès. J'ai dit Ficherès. Pardonnez-moi, j'ai écorché son nom. Mais Monsieur Ficherès, pardon, il pourrait vous juger potentiellement. Mais vous le premier d'ailleurs, parce qu'il y a des gros dos. Bien sûr. Ce texte, en somme, il pose un problème non seulement du point de vue politique, mais aussi du point de vue juridique, au sens où il est en contrariété avec les normes internationales et les normes constitutionnelles qui fondent notre état de droit. Nous sommes donc légitimement inquiets des suites, des retombées dans la pratique, notamment d'une hausse de tirs mortels. C'est la raison pour laquelle nous appelons à la signature massive de la pétition, ainsi que nous nous joindrons évidemment à l'appel à mobilisation, à manifestation le 19 septembre prochain. Alors il y a deux choses que je voudrais dire. La première, ne t'imagine pas un seul instant qu'il n'y ait pas de juge qui ne soit pas syndiqué, qui pense comme monsieur. Il y en a plein qui sont... Il y en a plein. D'ailleurs, ceux que j'ai pris en exemple et qui au rebours de leur devoir de réserve, nous donnent leur impression idéologique, eh bien, ils font pas partie d'un syndicat. Premièrement. Deuxièmement, mets-toi à ma place. Mets-toi à ma place. J'ai des affaires contre des députés de la France Insoumise pour apologie du terrorisme. D'accord ? Tu t'imagines que des gens comme eux, quand ils sont le dimanche en jean et t-shirt et basket, quand ils arrivent le lundi dans un tribunal à Roubaix ou ailleurs, parce qu'ils mettent une robe noire, ils font abstraction de leur idéologie. Et quand ces types-là vont arbitrer ce que je leur demande, ils vont faire abstraction de leur idéologie. Mon problème, il est là de manière constante. Il y a un véritable problème idéologique au sein de la magistrature française qui, sociologiquement, ressemble un peu à la presse française. Hein. C'est à peu près la même sociologie. Juste une chose, un jugement, tu es d'accord pour dire qu'il est motivé en droit. C'est-à-dire qu'un juge ne rend pas un jugement en fonction de ses opinions. Robots, hein. Non, mais bien sûr que ce n'est pas des robots. Non, mais je suis d'accord pour dire qu'il y a un problème, effectivement, de collusion et que normalement, les juges devraient être indépendants de tout pouvoir politique. Très bien. Non seulement de tout pouvoir, mais ne pas faire état de leur... Après, il y a des juges de droite, il y a des procureurs de droite, et ça pose pas de problème. Vous savez ce qu'on dit dans une rédaction de gauche, 99% des journalistes sont de gauche. Dans une rédaction de droite, 50% des journalistes sont de gauche. Et puisqu'il a fait la référence au magistrat. Juste une question, Mathias. Non mais Mathias, juste une question. Une seule question. Ce magistrat... Vous avez quand même une sacrée tendance à l'autoflagellation. Ce magistrat qui a été... donc qui a pris la parole avec Monsieur Thomas Porte et expliqué qu'il fallait massivement signer la pétition. Il faut le sanctionner, ce magistrat, ou pas? Je ne sais pas s'il faut sanctionner. Parce que moi, je sais. Mais en tout cas, je redis une chose. Moi, ce qui me choque particulièrement, c'est que c'est pas qu'il est justement... Il fait le distinguo, d'ailleurs, entre un avis politique et juridique. Et on ne sait pas si son avis est un avis juridique, donc motivé en droit, ou politique. Et là, il y a une collusion, bien évidemment. Et c'est d'autant plus, on peut soupçonner que ce soit politique, puisque, encore une fois, il participe à une conférence de presse qui est organisée par LFI. Mais moi, c'est pas un avis politique, c'est un avis motivé en droit, et pas en droit de n'importe quoi, en droit constitutionnel, puisque notre Constitution fait la séparation des pouvoirs, et notre Constitution impose quelque chose, c'est que la justice n'est pas une justice comme un contre-pouvoir, mais une autorité. Et qu'il y a évidemment l'impartialité, mais il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est que la justice est rendue au nom du peuple français. Je suis d'accord. Et ça, c'est l'ensemble. Donc c'est en droit que je vous dis ça. Jouissent d'une impunité. La présidente. Autre sujet. Et ça, c'est très important, puisque la semaine dernière, vous en parlez vendredi dernier, vous savez que le maire d'Alès a été visé par la DZ Mafia. Il s'appelle Christophe Rivin, qu'il a reçu 2 balles de 9 mm dans un courrier signé par la DZNG, qui est la nouvelle génération de la DZ Mafia.
qui ont été déposées, ces balles, dans un petit courrier déposé chez lui. L'édile, qui n'entend pas courber les chines, a reçu le soutien d'une majeure partie de la classe politique et il a pris la parole dans les colonnes du Figaro. Il dit « On est le dernier rempart de la République ». Je ne m'attendais pas du tout à vivre ça et je ne m'en serais bien passé puisque cet épisode affecte ma vie et celle de mes proches. Malgré tout, je n'ai jamais envisagé de démissionner. Cela me motive et me donne le sentiment d'avoir raison. Alès est une ville qui est un peu à l'écart mais qui connaît les mêmes problèmes qu'ailleurs. Comme beaucoup de villes de taille moyenne en France, nous ne sommes pas épargnés par le trafic de drogue. Nous avons vécu l'arrivée de la DZ Mafia et ses guerres d'influence avec d'autres réseaux. Cela a fait passer certains sujets tout aussi importants comme l'éducation, le sport et la culture au second plan. Le narcotrafic est la conséquence de la dérive de la société. En tant que maire, je ne me considère pas comme un shérif, mais on est le dernier rempart de la République face à tout cela. Je précise juste une chose, évidemment, c'est un scandale absolu. Simplement, nos équipes, il y a 6 ou 7 mois, c'était en novembre si mes souvenirs sont bons, étaient allés à Alès face à 3 semaines avant le premier tour des municipales. Ils s'étaient rendus à Alès parce qu'il y avait un sujet autour du narcotrafic qui avait marqué des aides mafias un peu partout. Et ils avaient posé la question au maire, mais le maire à l'époque était candidat au premier tour et avait un peu, non pas minimisé, mais peut-être pour ne pas inquiéter sa population, lorsqu'on lui a posé la question sur la DZ Mafia, il avait dit bon, c'est un peu comme partout, quoi. Bon, il y a un peu de drogue, mais c'est pas non plus le sujet le plus sensible. 6 mois plus tard, on se retrouve avec des balles de 9 mm dans une boîte aux lettres. Donc c'est quand même, ce narco-terrorisme est en train de se diffuser, même dans des villes de 45 000 habitants, Louis Dragnel. Et puis surtout, savez-vous que la France en fait, est devenue un pays d'exportation maintenant de cocaïne, exportation de drogue. Jusqu'à il y a peu, on était juste un pays entre guillemets d'importation. Et maintenant, il y a une telle quantité de produits stupéfiants sur notre territoire qu'on est devenu le pays d'exportation principal pour nos voisins européens. Et même pour la drogue de synthèse, on exporte vers le Maghreb. Je pense notamment à la cocaïne qui est produite en France et qui est exportée vers les pays du Maghreb, partout sur le territoire national. Donc aujourd'hui, vous avez des zones de production en France. Absolument, absolument. Et puis il y a toute la quantité, toute la drogue aussi qui arrive par la mer, principalement par le port du Havre. Vous savez qu'il y a seuls 2% des conteneurs qui sont contrôlés. Et donc c'est l'éternel débat. Si on renforce, aujourd'hui on n'a pas trouvé de moyen de renforcer le contrôle des conteneurs. Oui. Si on renforce davantage les contrôles, à ce moment-là, les armateurs disent nous on va passer par d'autres ports au nord de l'Europe, notamment à Anvers, en Belgique. Et donc on est coincé. Non mais ça veut dire, je ne connaissais pas cette information qu'on était le premier pays importateur d'Europe. Non. Maintenant, on exporte. Premier pays. 6 mois, on est un pays qui exporte. Mais est-ce que nos voisins européens exportent également ? Non, ils viennent. Donc on est le premier pays exportateur d'Europe. C'est un des innombrables échecs encore. Les pays européens viennent chez nous parce que il y a la libre circulation des biens et des personnes. Mais non, mais c'est une nouvelle étape dans la mexicanisation de la France. Mais en fait, tant qu'on ne comprendra pas, dès lors qu'il y a des consommateurs, il y a des producteurs. Et il y a énormément de dealers qui consomment eux-mêmes. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, à partir du moment où il y a une forte consommation, il y a une forte capacité d'exportation. Le jour où on sanctionnera extrêmement fermement les consommateurs, en plus des producteurs, mais aussi taper sur les consommateurs, et qu'on fera toute la lumière sur les consommateurs lorsque c'est des responsables politiques ou des personnalités publiques, peut-être que les choses changeront un tout petit peu, mais je ne connaissais pas cette information. Un pays d'exportation. Pays d'exportation, la mexicanisation. La mexicanisation de la France, c'est vrai, oui et non, mais je pense qu'il y a un mot plus fort. C'est-à-dire, c'est vrai dans la mesure où les élus qui sont ainsi intimidés, ça, c'est typiquement des pratiques de cette sorte, mais c'est aussi la libanisation de la France. Parce qu'on sait que le Hezbollah, par exemple, fonctionnait avec une hybridation entre les trafics de drogue et l'islamisme, voilà. Et aujourd'hui, quand vous parlez à des forces de l'ordre, ils vous expliquent que la jonction est pas complète, mais elle existe. Donc, si vous voulez, quand toute cette machine de guerre économique sera mise au service, et c'est déjà le cas un peu de causes idéologiques mortifères dans notre pays, là, ça va être un feu d'artifice. On sera au-delà de la mexicanisation. Et puis, reconnaissez qu'il y a quand même une certaine ironie à avoir quelque chose qui s'appelle la DZ Mafia, vous savez ce que veut dire DZ, qui exporte au Maghreb. Voilà, ça, c'est quand même, ça en dit long sur ce qu'est devenu la France. Dernier sujet, on manque de temps, il nous reste 2 minutes 50. Quoique, c'est pas un sujet qu'on traite en 2 minutes 50, mais c'est l'information que je voulais vous donner sur la menace le Soudan.
le Soudan. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que je suis toujours attentif, j'aime vous taquiner, je reste très attentif à vos messages sur les réseaux sociaux, Gilles William Golnadel. Et vous avez tweeté, scandale total, l'ONU vient enfin de reconnaître qu'un génocide est en train de se commettre contre les populations noires et non-arabes au Soudan. Oui, ça s'est fait il y a quelques jours seulement, en juillet. Un comité donc de l'ONU, il avait déjà alerté, je crois, au mois de février sur le danger. Et là, il vient de conclure qu'on était en situation de génocide au Soudan. C'est donc quelque chose. Des populations d'ailleurs noires non arabes. C'est un peu la situation que nous avons connue il y a quelques années au Darfour. C'est un génocide raciste en même temps, à caractère raciste. Donc il y a à la fois un drame et un scandale. Le drame, c'est ce que je viens de décrire, qui a des conséquences épouvantables au sein de la population soudanaise. Et le scandale, c'est le silence. C'est le silence. Pourquoi ? C'est tout à fait simple. C'est parce que ceux qui commettent ce génocide ne sont pas des Occidentaux. Nous en avions parlé ensemble sur ce même plateau, mais une autre émission, le Face-à-Face un dimanche. Oui. On en avait parlé en novembre 2025. Ouais, c'est un angle. Ça n'intéresse pas la presse, notamment progressiste. Pardon pour le mot. Ça n'intéresse pas dès l'instant où l'Occident n'est pas coupable ou en tous les cas taxé de culpabilité. Donc il y a des génocides imaginaires dont on parle et il y a des génocides réels que l'on cache. Je reçois un autre message concernant ce fameux secrétaire national de la magistrature. Ce magistrat, entre guillemets, est actuellement détaché auprès du premier président de la Cour d'appel de Paris. Concrètement, il ne fait que du syndicalisme pour l'instant. Il a très peu d'expérience professionnelle. Il est magistrat depuis 5 ans environ. En somme, il ne connaît rien de la magistrature. C'est un militant qui utilise sa fonction de juge. Bon, c'est un autre avocat qui m'envoie ce message. Merci, c'était important de parler, même de manière très brève, trop brève, diriez-vous. Bien sûr. De la situation au Soudan. Notre ami Olivier Benkemoun nous a rejoint sur le studio. Cher Olivier, bonjour. Dans un instant, c'est donc 100% politique. Voilà, on est ensemble pendant 3 heures jusqu'à minuit. Une très longue émission, mais on a énormément de sujets. On va revenir sur ce qui s'est passé à Grenoble. Alors, je vais vous montrer une séquence que vous n'avez pas vue. Le lendemain du concert de Barbara Bush, autre coup de force de LFI. Autre coup de force de LFI, ils vont au monument où a lieu la cérémonie pour la rafle du Veldiv et ils s'imposent. Ils veulent imposer la dépose d'une gerbe. C'est un parti politique, c'est pas l'usage, c'est pas ça qui se passe. Et évidemment, on les empêche, et évidemment, tout ça est filmé. Ils se filment, c'est un coup de force et ils l'utilisent politiquement. Parce que tout est coup de force chez LFI, vous le verrez dans un instant. À la réalisation, c'était Alexandre Pratt, à la vision, Nicolas Laporte, au son, Marc Fontaine ont participé à l'émission Samuel Vasselin. C'est un plaisir de travailler avec lui aujourd'hui, André Mali également, et Tess Lafeter. Vous qui avez le bras long, franchement, vous avez des contacts à France Inter, demandez pourquoi le journaliste de la matinale n'a pas posé une question sur Barbara Bush au ministre de l'Intérieur. Il n'est pas impossible que j'en parle demain. Eh bien, écoutez, parlez-en. 21h04 dans un instant, c'est 100% politique. Merci à tous.